Vidéo spéciale aujourd'hui puisque je vais tester ChatGPT pour voir s'il est capable de faire des diagnostics médicaux ultra précis et attention avec l'aide d'un microscope. Et on va voir s'il est chaud. Hello, c'est Dr Isa partant pour jouer avec moi. Bien sûr, je suis partant pour jouer avec vous. À quel genre de jeu souhaitez-vous jouer? Expliquez-moi les règles et nous pouvons commencer. Faut trouver un nom au jeu. Je vais appeler ça diagnostic. Tiens, ça c'est pas mal. On va jouer à diagnostic. D'accord, jouons à diagnostic. Comment fonctionne le jeu? Expliquez-moi les règles afin que nous puissions commencer à jouer. Je suis médecin pathologiste. On s'affronte sur des diagnostics. Je regarde un cas au microscope. Je te dis ce que je vois et tu proposes un diagnostic. C'est juste pour jouer. Bonjour Dr Isa, je suis ravi de participer à ce jeu. Étant une intelligence artificielle, je n'ai pas d'émotion, mais je suis prêt à vous aider à la meilleure de ma capacité. Allons-y, vous pouvez commencer par me donner la première description microscopique. Bon bah il a l'air chaud, on va voir qui sera le plus fort. Déjà pour ceux qui me connaissent pas, je suis Dr Isa, je suis médecin anatomo-pathologiste. Pour faire plus simple, on peut juste dire anapathe. Mon métier c'est de faire des diagnostics de maladies en analysant des prélèvements d'organes de personnes vivantes au microscope. Et ces prélèvements c'est ce qu'on appelle des biopsies. Alors la question aujourd'hui c'est de savoir est-ce que ChatGPT est capable d'interpréter une biopsie. Bien sûr je pourrais pas lui fournir les images que moi je regarde au microscope parce qu'il est pas fait pour ça, mais ce que je vais faire c'est que je vais lui décrire ce que moi je vois au microscope et on va voir si lui à partir de ça va être capable de proposer le bon diagnostic. Et je vais lui décrire ce que je vois au microscope de la manière la plus simple possible en utilisant le moins de termes médicaux, comme ça va pas non plus être trop facile pour lui. Alors la biopsie interprétée pour ChatGPT elle se trouve ici, sur cette lame. C'est un tout petit fragment d'estomac humain. Et là, vous allez me dire, ouais, mais où t'as eu ce fragment d'estomac? Je vous explique tout. C'est une femme d'environ 50 ans qui, depuis quelques temps, commençait à avoir une gêne au niveau du ventre. Elle est partie consulter un médecin gastro-entérologue. Ce médecin gastro-entérologue a suspecté une maladie de l'estomac. Il a alors décidé d'aller voir ce qui se passe directement dans l'estomac en utilisant une petite caméra au bout d'un tube qu'il a rentré par la bouche de la dame pour arriver dans l'estomac. Et une fois qu'il était dans l'estomac, il a réalisé de tout petits prélèvements de la paroi de l'estomac. C'est ce qu'on appelle donc des biopsies. Moi, j'ai récupéré ces biopsies qui se trouvent maintenant sur cette lame. Et le but pour moi, c'est à partir de ces tout petits prélèvements que j'ai regardé au microscope, de trouver la maladie de l'estomac de cette dame. Je l'ai déjà regardé au microscope avant de tourner la vidéo. Je suis passé en mode inspecteur. Inspecteur Isa. Franchement, je kiffe trop ce nom. D'ailleurs, j'hésite même à changer le nom de la chaîne et remplacer par Inspecteur Isa. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Bref, le diagnostic, je le connais. Pas de suspense aujourd'hui. C'est une gastrite à Helicobacter pylori. Et on va voir si ChatGPT est capable de me ressortir ce diagnostic. Gastrite à Helicobacter pylori. Mais là, vous allez sûrement me dire, ouais, on comprend rien du tout. C'est quoi une gastrite à Helicobacter pylori? Eh ben, je vais tout vous expliquer. Et pour ça, je vais passer en mode professeur. Mes chers amis, une gastrite à Helicobacter pylori sur le plan histologique se caractérise par une augmentation de la cellullarité lymphoplasmocytaire du chorion qui s'accompagne également de la présence de polynucléaires neutrophiles, dont certains sont en exocytose dans les glandes avec des lésions de cryptite et d'abcès cryptique. Il peut s'y associer des lésions d'atrophie glandulaire ainsi que de métaplasie intestinale avec ou sans dysplasie. Et l'examen de la biopsie au fort grossissement met en évidence de petites structures hélicoïdales mesurant de 1 à 3 micromètres à la surface des cellules épithéliales gastriques. Au secours. Bon, pour faire simple, quand ça tout le monde doit tout comprendre, je vous le garantis. Juste derrière moi, j'ai sorti le tableau et la craie. J'ai schématisé derrière moi ce que je vois au microscope, mais de manière ultra méga simple. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors quand je regardais cette biopsie au microscope, premièrement, je vois des cellules qui sont cohésives les unes aux autres. Ces cellules, ce sont les cellules gastriques et on les appelle des cellules épithéliales. Vous voyez chaque petit rectangle que vous voyez là, c'est une cellule épithéliale, c'est une cellule gastrique. Ces cellules, elles s'agencent entre elles de manière à former des sortes de tubes qui viennent plonger dans la profondeur avec un cul-de-sac au bout. Et ce cul-de-sac que vous voyez au bout, c'est ce qu'on appelle une glande. Alors la glande, elle a pour rôle de sécréter des substances pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais là, je vais pas rentrer plus dans le détail. Pour ça, on va rester vraiment méga simple. Pour l'instant, tout ça, c'est normal. Le fait de voir ces cellules épithéliales qui forment des tubes et des glandes. Ce qui était anormal sur la biopsie, c'est que entre les glandes et entre les tubes, ici entre les cellules épithéliales, j'observais la présence de petites cellules que j'ai schématisées là par ces petits ronds. Vous voyez, il y en a plein à la partie superficielle, entre les tubes et en profondeur. Et ces petites cellules, elles étaient très régulières avec un noyau régulier. C'était des lymphocytes et des plasmocytes. J'observais aussi au même endroit d'autres cellules qui avaient un noyau
plurilobé, donc un noyau qui comporte plusieurs lobes, des toutes petites cellules aussi, et ces cellules ce sont ce qu'on appelle des polynucléaires neutrophiles. Et toutes ces cellules sont là pour défendre l'organisme. Elles sont donc venues ici pour défendre l'estomac. Si on parle maintenant avec des termes médicaux, ce que j'ai observé ici, c'est ce qu'on appelle de l'inflammation. Et l'inflammation de l'estomac, on l'appelle gastrite. Et à quoi ça ressemble en vrai? Là, je vais vous montrer ce que j'ai exactement moi observé au microscope. Sur la lame, regardez. Donc toutes les structures que vous voyez rondes, ce sont les glandes gastriques que je vous ai montrées, faites de cellules épithéliales. Et regardez entre les glandes, eh bien on voit la présence de ces cellules inflammatoires que sont les lymphocytes, les plasmocytes et les polynucléaires neutrophiles. Regardez là, au plus fort grossissement, on arrive à bien reconnaître ce polynucléaire neutrophile parce qu'il a un noyau qui comporte plusieurs lobes. Alors maintenant qu'on a vu qu'il y a de l'inflammation dans l'estomac, la question maintenant c'est de savoir pourquoi il y a cette inflammation. Eh bien la réponse elle se trouve là, au-dessus des cellules épithéliales gastriques. Quand je regardais au microscope au plus fort grossissement, au-dessus des cellules épithéliales, je voyais des toutes petites structures en forme de banane, en virgule. Ces petites structures que je viens de décrire, ce sont des bactéries qu'on appelle Helicobacter pylori. Là encore, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. Alors sur la lame que vous voyez ici, regardez, à la surface des cellules épithéliales, on peut voir ces toutes petites structures, vous voyez, c'est une petite forme de virgule, il y en a vraiment plein. Et si maintenant on se place plus en profondeur au niveau des glandes, là c'est une glande, vous pouvez la reconnaître par sa structure ronde. Et bien regardez, dans la glande, ce qu'on appelle la lumière de la glande, on peut voir ces structures en virgule, qui sont donc des bactéries qu'on appelle Helicobacter pylori. Alors le diagnostic, c'est une gastrite à Helicobacter pylori. En vrai, c'est pas suffisant de dire gastrite à Helicobacter pylori. Normalement, il y a pas mal d'autres choses à rajouter dans le compte rendu pour vraiment avoir un diagnostic précis. Mais là, on va s'arrêter là pour tester ChatGPT et on va voir s'il va être capable de me sortir exactement ce diagnostic. Donc maintenant, à nous deux, Mister ChatGPT. Aucune idée de ce qui va me sortir. Ça va être la surprise. C'est une biopsie gastrique d'une femme de 50 ans dans l'antre. Ah, j'ai oublié de vous dire, dans l'estomac, on a plusieurs régions. Il y a une région qu'on appelle l'antre, une région qu'on appelle le fundus, par exemple. Donc là, je lui dis que tout ce que j'ai observé, ça se localisait dans l'antre. Dans l'antre, j'observe la présence de petites cellules régulières entre les glandes avec des noyaux réguliers. J'observe aussi des cellules avec noyaux plurilobés. En surface, au fort grossissement, il y a quelques petites structures d'environ 2 micromètres en forme de virgule. Quel est le diagnostic? Et voilà, on va voir ce qu'il va répondre. Suspense. La description que vous avez fournie est cohérente avec une infection par Helicobacter pylori. Waouh, là franchement, il commence fort. Les structures en forme de virgule de 2 micromètres que vous observez pourraient être des bactéries Helicobacter pylori. Ce sont des bactéries gram-négatives qui vivent dans l'estomac et sont souvent associées à la gastrite et aux ulcères gastro-duodénaux. Il a raison, la bactérie Helicobacter pylori, elle peut entraîner des gastrites, comme moi j'ai vu sur cette biopsie, et ça peut aussi entraîner des ulcères de l'estomac. Ulcère, c'est une perte de substance. En gros, c'est un petit creux qui se forme sur la paroi de l'estomac. Les cellules avec des noyaux polylobés pourraient être des polynucléaires, qui sont typiquement associés à une réponse immunitaire à une infection. C'est vrai, franchement il est chaud. Cependant, il est important de noter qu'un diagnostic final nécessite généralement une combinaison de plusieurs résultats, y compris les résultats d'autres tests diagnostiques et le tableau clinique global du patient. Je recommanderais de confirmer ces résultats avec un test d'uréase ou une culture pour Helicobacter pylori. Ça non, le fait de voir la bactérie sur la biopsie, c'est ça l'examen de référence pour faire le diagnostic. Nous en tant que médecin anapathe, une fois qu'on a fait le diagnostic au microscope, on doit faire un compte rendu qu'on va envoyer donc au médecin qui nous a envoyé le prélèvement. Ce compte rendu, soit on le tape à l'ordinateur, soit on le dicte et la secrétaire le tape. Donc là, je vais demander à ChatGPT pour voir s'il peut me faciliter la vie et me faire le compte rendu. Déjà, je vais le féliciter, comme ça il va être encore plus motivé pour travailler. C'est fort. Maintenant, je souhaite faire le compte rendu anapathe de ce cas fictif. Peux-tu me le faire? Ça doit être un vrai compte rendu qui utilise les termes médicaux. Alors voilà le compte rendu qui me sort. Compte rendu d'anatomie pathologique. Identification du patient, âge 50 ans, sexe féminin, renseignements cliniques, douleur abdo récurrente et dyspepsie. Déjà là ça commence hyper bien, c'est franchement ouf, vraiment incroyable. Effectivement dans un compte rendu anapathe on doit donner l'identité du patient, son sexe, sa date de naissance, et là il a bien mis les renseignements cliniques, ça c'est important. Renseignements cliniques c'est les symptômes qu'avait le malade et ce qu'a observé le médecin qui a pris en charge le patient. Donc le médecin qui nous envoie le prélèvement doit toujours donner renseignements cliniques. Là par exemple il a mis douleur abdominale récurrente et dyspepsie. Moi je lui ai pas dit que la patiente avait ça, donc ça il l'a inventé de lui-même en se référant au diagnostic, puisque là ce sont les symptômes les plus fréquents
fréquents qu'on peut retrouver dans la gastrite à Helicobacter pylori. Prélèvement, biopsie gastrique antrale. Effectivement, dans le compte rendu, on doit toujours mettre le site du prélèvement, date du prélèvement, date de réception, il a raison, toujours à mettre dans le compte rendu. Technique de prélèvement, endoscopie digestive haute avec biopsie multiple de la région antrale. Non mais c'est incroyable, même la terminologie, les termes qu'il utilise, c'est exactement ça. Endoscopie digestive haute, comme je vous ai dit au début, le gastro-entérologue a mis un tuyau avec une caméra dans la bouche de la patiente pour aller dans l'estomac. C'est ce qu'on appelle une fibroscopie ou une endoscopie, c'est pareil. Et c'est à partir de là qu'il a fait les biopsies. Donc là, ok, c'est bien. Macroscopie, plusieurs fragments de muqueuse gastrique antrale, ensemble mesurant X centimètres en plus grand diamètre. Là aussi, ce sont exactement les termes qu'on utilise dans les comptes rendus. Il faut toujours dire combien de fragments on a reçus et la taille des fragments. Microscopie, le plus important, il faut être attentif. L'examen microscopique révèle un épithélium de surface intact avec des glandes antrales préservées en dessous. Bravo, franchement c'est ça, enfin c'est comme ça qu'on dicte les comptes rendus. Rappelez-vous, je vous avais dit que dans l'estomac, enfin ce que je vous ai montré là, c'était les cellules de l'estomac, je vous ai dit que ce sont des cellules épithéliales. Quand on prend toutes les cellules épithéliales ensemble et qu'on les considère comme une unité, on appelle ça un épithélium. Donc là, il a utilisé le bon terme. Des cellules mononucléées, probablement des lymphocytes, sont intercalées entre les glandes. Cellules mononucléées, ça veut dire des cellules avec un seul noyau. Bravo. Il a bien interprété ça comme étant des lymphocytes. Bravo. Il existe également des polynucléaires neutrophiles. Bravo. Ce qui indique une réaction inflammatoire active. Bravo encore. Effectivement, le fait de voir les polynucléaires neutrophiles, ça veut dire que la maladie est en activité. Des organismes bacillaires courbés sont présents, compatibles avec Helicobacter pylori. Bravo. Maintenant, on va voir est-ce qu'il va utiliser les bons termes pour le diagnostic. Gastrite chronique active d'intensité modérée à sévère, probablement secondaire à une infection par Helicobacter pylori. I am very choqué. Franchement, c'est ouf. Non mais c'est ouf parce que là, il dit gastrite chronique, c'est-à-dire qu'il a interprété le fait d'avoir des lymphocytes et des plasmocytes. Ça montre qu'on a une maladie qui est chronique, donc qui dure dans le temps. Et c'est exactement ça. Et dans les recommandations, dans la conclusion, on doit dire si la gastrite est chronique ou pas. Après, il utilise le terme active. Donc là, il a interprété le fait qu'on a des polynucléaires neutrophiles. Ça veut dire que la maladie est active. Et effectivement, dans les recommandations, dans la conclusion, on doit dire si la maladie est active ou pas. Donc gastrite chronique active. Ensuite, ce qui est incroyable, c'est qu'il donne l'intensité de la maladie. Dans les recommandations, encore une fois, on doit dire est-ce que l'activité est sévère, modérée, légère, et il dit que c'est dû à Helicobacter pylori. Ah, il y a aussi un dernier chapitre, description de la gastrite. Topographie antrale, activité, atrophie, métaplasie intestinale, dysplasie. Non mais là, franchement, là je suis choqué. Bon bah c'est bon, je range ma blouse. Allez, au revoir. Je vous laisse avec ChatGPT, c'est lui qui va faire la vidéo maintenant. Moi, je rentre chez moi. Je vais dormir. Bonjour, je suis la version ChatGPT de Dr Isa. Je vais vous faire cette vidéo afin de vous expliquer ce qu'est exactement la gastrite chronique active à Helicobacter pylori. Non, finalement, tu me remplaces pas tout de suite. Allez hop, du balai, retourne dans l'ordinateur, s'il te plaît. Franchement, je suis choqué. Vous savez pourquoi je suis choqué? Parce que, rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que là, on va se limiter au diagnostic de gastrite à Helicobacter pylori, mais je vais pas donner plus de détails, mais qu'en vrai, dans la vraie vie, lorsqu'on fait un diagnostic de gastrite à Helicobacter pylori, on doit apporter beaucoup plus de précision. Là, je lui ai même pas demandé de le faire, je lui ai juste dit de me faire un compte rendu, et les précisions auxquelles je pensais, il les a apportées de lui-même. Ça, c'est honnêtement incroyable. Donc ça m'oblige de vous parler de ces éléments, je voulais pas le faire sur cette vidéo. Remercie ChatGPT. Donc il parle d'activité, ça c'est bon, je vous ai déjà expliqué. Ensuite il parle d'atrophie. Atrophie, c'est une réduction du volume des glandes. Et effectivement, lorsqu'on a une gastrite chronique qui dure dans le temps, au bout d'un moment ça peut s'accompagner d'une réduction du volume des glandes. Ensuite il parle de métaplasie intestinale. Pour les deux il dit absent. Métaplasie intestinale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un remplacement de certaines cellules épithéliales de l'estomac, cellules épithéliales gastriques, par des cellules épithéliales de l'intestin. Donc on a un remplacement de certaines cellules de l'estomac par des cellules de l'intestin. Ça c'est hyper important de le mentionner dans le compte rendu parce que faut savoir que quand on a une gastrite chronique, ça peut évoluer vers un cancer. C'est rare mais ça peut arriver et cette évolution vers le cancer, elle se fait en passant par différents stades dont le remplacement de certaines cellules de l'estomac par des cellules intestinales qu'on appelle métaplasie intestinale. Donc c'est pour ça que c'est important de le dire et lui l'a dit. Il a mis absent, moi j'en ai pas du tout parlé dans ma description. Donc je pense que comme j'en ai pas parlé, il en a déduit que c'était pas présent sur la biopsie. Ça se tient. Ensuite il parle de dysplasie, il met dysplasie absent. Dysplasie, comme je vous ai dit qu'il y a un risque d'évoluer vers le cancer. Cette évolution vers le cancer elle se fait de manière progressive et le stade juste avant le cancer c'est la dysplasie. C'est là où les cellules elles commencent à avoir une morphologie qui nous font dire que la cellule va se cancériser.
autorisé. Et là, il a mis absent. Ben voilà, lésions associées non observées. Effectivement, on décrit s'il y a d'autres lésions. Helicobacter pylori présent en attente de confirmation par des méthodes complémentaires. Oui et non. Il était présent Helicobacter pylori. Là, on l'a clairement vu. Il n'y a pas besoin de faire d'autres études complémentaires pour le mettre en évidence. Il est important de souligner que ce compte-rendu est basé sur la description fournie et ne remplace pas une évaluation complète par un pathologiste. Effectivement, merci à toi ChatGPT de le préciser. Honnêtement, moi je suis impressionné. Cet outil normalement il n'est pas du tout fait pour ça. J'avais testé sur d'autres pathologies, parfois il se plantait complètement, mais là, franchement incroyable. Faut pas croire qu'on peut utiliser ChatGPT pour faire les diagnostics en routine. Enfin, on peut pas se fier à lui parce qu'en fait parfois il fait des erreurs mais énormes. Mais bon, on voit déjà qu'il arrive à être hyper puissant et de base il n'est pas fait pour ça. Donc je me dis que là avec le développement de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance d'images, ça existe déjà dans notre spécialité. Il y a des IA qui font très bien les diagnostics, par exemple du cancer de la prostate. Si on couple ça avec ces nouvelles technologies, avec ces nouvelles IA comme ChatGPT, mais à destinée médicale, je pense que dans les années à venir, ça pourra complètement révolutionner la manière dont on fait les diagnostics. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je teste d'autres diagnostics plus compliqués avec ChatGPT, dites-le moi en commentaire. Dites-moi quel diagnostic vous voulez que je teste et j'essaierai de faire ça. C'était Dr Isa avec vous. À très bientôt. Et moi, en attendant de me faire remplacer par ChatGPT, là, je vais en profiter pour aller travailler un petit peu.